Salut les amis cinéphiles, alors on va continuer dans la présentation de ma collection de Blu-ray, pas de DVD, de Blu-ray, hein, parce que j'ai encore une bonne partie de mes Blu-ray à vous montrer, période 2010-2019. Et après on va continuer aussi dans les DVD, parce que j'ai beaucoup de films encore à vous présenter. Donc allez, on va commencer tout de suite. Argo de Ben Affleck. Bon, pareil, pas grand chose à dire sur ce film. C'est pareil, Ben Affleck, c'est pas un cinéma qui m'inspire énormément, mais ça reste un très bon film. Heure de Spike Jonze, peut-être la meilleure histoire d'amour de la décennie, avec Carol de Todd Haynes. Pour moi, c'est les deux seuls qui me viennent à l'esprit. Bon, il y aura aussi peut-être les La La Land, des choses comme ça. Mais bien que je sois pas très fan de Spike Jonze, je trouve que ces films proposent une vision du futur assez intéressante, loin des clichés à la Blade Runner, à la Minority Report. Même si j'adore la Minority Report et Blade Runner. Mais bon, on pourrait accuser ce film d'être un peu hipster sous les bords avec cette esthétique un peu coincée. Mais j'aime beaucoup cette histoire d'amour et je trouve qu'elle est très sincère, elle fonctionne vraiment bien. Elle va être copiée par exemple dans le Blade Runner de Denis Villeneuve de manière totalement artificielle. Et je dis pas ça pour faire des jeux de mots, hein, artificiels. Le film Blade Runner 2049 est vraiment un film artificiel pour moi. Mais ça reste un classique de la décennie vraiment à voir avec un Joaquin Phoenix bien meilleur que son rôle de Joker, hein, selon moi. Heure, ici, Le Monde Fantastique d'Oz de Sam Raimi. Pareil, alors c'est marrant parce que pour moi ce film, je trouve que c'est un Sam Raimi très mineur, en tout cas vraiment pas à la hauteur de ses grands films, mais un Disney Live excellent en fait. Pour le coup, ça s'équilibre entre les deux. On sent qu'il y a un auteur derrière, on sent que c'est pas juste un film de commande, parce qu'en fait ce film pour moi c'est vraiment un remake déguisé de Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, hein. C'est la même histoire, hein, ce personnage d'escroc qui va arriver dans une autre époque, dans un autre monde, ce monde d'Oz où, nos désirs et nos aspirations vont devenir vrais. C'est vraiment le même système que l'Armée des Ténèbres, hein, où finalement il va finir par gouverner son environnement. C'est la même histoire qu'Evil Dead 3. C'est un film qui tente des choses très intéressantes au niveau de la 3D, mais en même temps Sam Raimi, en termes de mise en scène, il va toujours très loin. Ce noir et blanc 4 tiers qui va passer en IMAX 3D, c'est très intéressant. Ça fait un parallèle avec le Technicolor de l'époque du vieux film du magicien d'Oz, hein. C'est noir et blanc sépia qui passe en Technicolor, là cette fois c'est le noir et blanc qui va passer en 3D IMAX. Il y a des parallèles avec l'histoire du cinéma très intéressantes, et j'aime beaucoup ce film. Je trouve que c'est un vrai film de Sam Raimi, et un des Disney les plus intéressants, comme John Carter ou comme Tomorrowland par exemple. Le Whiplash de Damien Chazelle, encore un film de mon top 10, une claque pour moi. Je sais que c'est pas un film exceptionnellement complexe, mais pour moi sa simplicité m'a vraiment embarqué. C'est un des rares films de la décennie où je suis ressorti du cinéma, je me suis même pas posé de questions de mise en scène, j'ai totalement été happé par la mise en scène, par ce combat psychologique. Pour moi, le film a beaucoup été comparé à Full Metal Jacket, pour le côté tortionnaire de ce personnage-là, du personnage du professeur. Mais pour moi, c'est vraiment une espèce de Raging Bull sur une espèce de duo diabolique, quoi. Vraiment une espèce de chemin d'autodestruction, de quête de la perfection qui va isoler ces deux personnages dans le cadre. D'ailleurs, un truc marrant, c'est qu'on voit pratiquement jamais le public. Le film se finit sur cette espèce de confrontation entre eux deux. Et il n'y a plus personne en fait autour d'eux. On voit même pas le public applaudir comme dans un film de spectacle, dans un film de musique traditionnelle. C'est vraiment un film sur la manipulation, sur vraiment j'adore cette confrontation. J'adore les personnages détestables moi au cinéma. C'est un truc qui me fascine les anti-héros. Pas des personnages forcément cool de anti-héros, mais des personnages qui sont extrêmes et qui vont à fond dans leurs obsessions, dans leurs passions, jusqu'à devenir détestables même aux yeux du spectateur. En fait, au bout d'un moment, tu peux plus pardonner ces personnages-là, tu peux plus les comprendre. Ils se mettent à détester la société. Ce sont deux connards en fait, et je trouve que Chazelle va beaucoup explorer ce genre de personnages de connards extrémistes, très refermés sur eux-mêmes, qui vont se prendre un peu, qui vont se croire un peu au-dessus du reste de l'humanité. Et j'adore, moi, c'est vraiment le genre de film qui me parle. Et je trouve que c'est un film, moi, il m'a effrayé quand je l'ai vu au cinéma, d'une tension. Ouais, je suis totalement rentré dedans. Je pourrais même pas analyser ce film, quoi. Le montage, la musique, le rythme et cette confrontation de deux anti-héros. Moi, je trouve ça fascinant. Hop.
The Gone Girl de David Fincher, peut-être un des meilleurs Fincher aussi, même si Social Network est bien meilleur selon moi. Mais pareil, grand film sur la manipulation des médias, de l'opinion publique, encore une fois, un des meilleurs Ben Affleck, un des meilleurs Fincher, film génial, thriller post-moderne, post-féministe, tout ce qu'on veut. Vraiment, on est un peu dans cette vague de films, oui, post-féminisme, où on revient à une espèce de justice assez ambiguë sur le féminisme d'aujourd'hui, et c'est un très 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 grand film. X-Men Days of Future Past, pour moi le meilleur X-Men de la décennie, bien meilleur que Logan, bien meilleur que First Class. C'est pour moi le meilleur X-Men de Bryan Singer depuis X-Men 2. Comment il a réussi à réécrire ce comics bien connu, X-Men Days of Future Past, hein, le comics qui a influencé James Cameron, hein, pour Terminator, hein, ce scénario de retour dans le temps, de paradoxe temporel. Mais c'est un pur film de comic book avec des scènes d'anthologie, mais dont Bryan Singer a vraiment le secret parce que c'est un des seuls vraiment à des fois se concentrer juste sur un personnage et lui offrir une scène magnifique comme la scène de Diablo dans X-Men 2. Là, on a la scène de Vif Argent qui est devenue pour moi une des scènes les plus mythiques de la décennie, et une des meilleures scènes d'action et des meilleures scènes de super pouvoir là. Vraiment un super pouvoir génial. Un vrai film d'équipe de super-héros contrairement au film d'Avengers. Un vrai film épique, un vrai film premier degré, même un vrai film avec un sous-texte un peu politique, je dirais entre guillemets, parce que je vais pas dire un grand sous-texte politique, mais un vrai film de super-héros noble, un vrai grand divertissement. Et le retour de Bryan Singer à cette saga fait vraiment plaisir. Le Tokyo Tribe de Sonotion, la comédie musicale complètement déjantée de Sonotion. American Sniper de Clint Eastwood, film sur lequel je suis totalement passé à côté à l'époque. J'avais vu un truc un peu limite en termes de morale, mais c'est un des plus grands films de la décennie, un des plus grands films de Eastwood. C'est le début de sa saga des héros de l'ordinaire, hein, avec par exemple Sully, ou le 15-17 pour Paris, ou dernièrement Richard Jewell. Mais c'est un film qui fait le pont entre Cimino, entre Ford, entre tout le cinéma d'Eastwood. Ce côté, oui, qu'on lui a rapproché un peu des triacs, moi je trouve que c'est vraiment l'autopsie d'un personnage assez ambigu, assez riche. C'est un grand portrait de l'Amérique, un peu à la manière du Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Très très grand film qui est vraiment vraiment exceptionnel. Edge of Tomorrow, un des seuls bons divertissements de la décennie de Doug Liman. C'est un die and retry, hein, c'est vraiment un jour sans fin, mais en science-fiction. Moi, un film que je trouve vraiment bien ficelé, vraiment plaisant à regarder. Un Tom Cruise qui en fait pas trop, qui est très bon dans l'action. Ça fait vraiment partie de ces films d'action de Tom Cruise de la décennie avec les Missions Impossibles et Jack Reacher, vraiment bon. Mais celui-là, j'ai vraiment une petite affection pour celui-là, je le trouve vraiment efficace. C'est un film qui vraiment se laisse regarder et honnête, bien écrit, bien ficelé, sincère. Le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, peut-être un Wes Anderson préféré, je trouve que c'est vraiment son film où il se lâche le plus, on est plus dans un hommage au burlesque, à Keaton, à Chaplin. J'aime beaucoup cette histoire, un peu d'arnaque et le rythme de ce film et l'excellente BO de Alexandre Desplat. Imitation Game, hein, ce grand film sur le Enigma et toute cette histoire sur sur Turing. Bon, on est un peu dans la vague de films post-Social Network. On aura Steve Jobs, on aura Hawkins, on aura tous ces films-là. Mais celui-là reste un des bons sous Social Network, même si ça a un peu rien à voir. Mais j'aime beaucoup la mise en scène de ce film. Bon, j'accélère un peu, je passe un peu plus vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de films. Le Birdman d'Iñárritu, un film que je trouve un peu prétentieux, un peu vain, très poseur, avec une mise en scène très voyante. Mais ça reste, au moins pour la photo de Lubeski et cette mise en scène quand même en un seul plan séquence intéressant. Après, moi, le propos d'espèce de bûcher des vanités de la culture cinématographique et du spectacle et les coulisses d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment pas subtil. Il y a des choses intéressantes, mais comme souvent avec Iñárritu, ça tombe un peu à plat et c'est vraiment d'une lourdeur, mais bon, c'est pas non plus un mauvais film. Le Sea Fog, un produit par Bong Joon-ho, si vous adorez Parasite, si vous adorez ce genre de film coréen, ce genre de Moby Dick moderne, très très noir, très très lucide sur la noirceur du monde, c'est vraiment à voir, hein. Ces histoires de réfugiés sur un bateau qui va vriller en film d'horreur, un peu comme Parasite, hein, qui mélange les genres. Dragon 2, Dragon 3, il manque le 1 que j'ai en DVD, mais j'aime beaucoup cette saga. Pour moi, c'est une des seules sagas solides d'animation de la décennie. Vraiment épique. Une espèce de Seigneur des Anneaux pour les enfants, avec un épisode 2 beaucoup plus sombre, très l'Empire contre-attaque, hein. Et une conclusion très très belle. J'aime beaucoup cette saga, elle est solide. C'est un des seuls trucs que DreamWorks a fait d'à peu près sérieux.
Bon, Mad Max Fury Road, je reviendrai plus tard sur ce film parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais évidemment, peut-être le plus grand film de la décennie, peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Vraiment, vraiment un des plus grands films, hein, c'est incontestable, hein. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant une aussi grande unanimité sur un film depuis très longtemps. Et moi, j'y vois du Seigneur des Anneaux, quoi. J'y vois du Métropolis, j'y vois des choses immenses. Et c'est un film exceptionnel, mais je reviendrai sur la saga Mad Max plus tard. Crimson Peak, un Guillermo del Toro pas du tout apprécié, qui n'a pas marché, alors que c'est une lettre déclaration au cinéma, enfin une déclaration d'amour au cinéma gothique, au cinéma de la Hammer, au cinéma d'horreur en général, des Innocents de Jack Layton, au Rebecca de Hitchcock, l'aventure de Madame Muir, de Mankiewicz, bourré de codes, bourré de symboliques, très sexuelles, très euh, psychanalytique freudienne à la Fritz Lang, un film que j'aime beaucoup sur la méchanceté de l'être humain et les fantômes, c'est le questionnement sur la vie après la mort qu'on avait déjà dans Les Chines du Diable, un film d'une richesse aussi, un des meilleurs films de maison hantée que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Et moi je l'aime beaucoup ce film. Il est peut-être pas parfait, mais il est bourré de bonnes idées, il est bourré de choses intéressantes, d'être symbolique. Et j'aime beaucoup ce film et c'est dommage qu'il soit autant décrié. Mon film d'horreur préféré de la décennie et peut-être même un de mes films d'horreur préférés tout court depuis peut-être Rosemary Baby et Carrie voilà, des années 60 et 70. Il va falloir que je fasse une grosse critique sur ce film, mais s'il fallait que j'en parle très très vite, pour moi c'est tout ce que le cinéma d'horreur devrait être, en n'étant pas vraiment non plus un film d'horreur, mais pour moi ce film c'est une espèce de révélation presque. Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais il y a des satanistes qui ont vu en ce film une espèce de message envoyé à l'humanité, d'avertissement sur le féminisme d'aujourd'hui. C'est un film qui questionne aussi le féminisme d'aujourd'hui en repartant à la source. Qu'est-ce que le véritable féminisme? Qu'elles sont les racines du féminisme? C'est peut-être les sorcières, les premiers vrais grands féministes de l'époque. À une époque où aujourd'hui le féminisme ne veut plus dire grand-chose et part un peu dans tous les sens. C'est un film qui parle de tellement de choses, qui a une peur beaucoup plus subtile que les jumpscares putassiers qu'on a dans tous les films Blumhouse aujourd'hui à la mode. C'est un film sur le mal à l'intérieur de nous. Moi, c'est un film qui m'a terrifié, où j'avais l'impression que le film m'observait et me jugeait en même temps, où la sorcière est là, elle est en même temps nulle part et partout. La sorcière, c'est tout le monde et personne. C'est un film sur l'extrémisme religieux, le puritanisme religieux, sur cette famille qui va s'autodétruire à cause de son engoncement et à cause de son obsession et de son aveuglement. C'est un film, oui, d'une richesse thématique qui convoque le cinéma de Dreyer, qui convoque tout un pan du cinéma d'horreur européen, qui joue sur plusieurs registres de niveau de compréhension, de lecture, de Robert Eggers. Même si j'avais été un peu déçu par Lighthouse, nous a livré un film, mais un premier film, mais tellement exceptionnel. Ça a été pour moi une surprise et vraiment un des plus grands films d'horreur. Et peut-être le premier grand film de la vague de studios d'horreur d'Artsploitation, comme on dit, des studios A24 qui donnera des trucs très intéressants, hein, comme Midsommar ou Hérédité. Mais ça, c'est vraiment le chef-d'œuvre de cette vague-là. Et voilà, je reviendrai plus tard sur ce film, mais c'est un de mes films préférés. Il est dans mon top 10, peut-être même c'est mon 11e ou 10e film, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Le génialissime Tomorrowland de Brad Bird, film encore une fois qui n'a pas fonctionné, complètement écrasé par les autres productions Disney, mais une déclaration d'amour de Brad Bird à Walt Disney, à l'industrie du divertissement, au fantastique, à l'optimisme. Bon, on a déjà beaucoup parlé de ce film, hein, notamment un certain Rafik Djoumi qui adore ce film, mais c'est ce film, voilà, dans l'esprit de Walt Disney, comme l'a toujours fait Brad Bird, qui est presque un vieux de la vieille, hein. Brad Bird étant jeune, il traînait dans les studios de Disney, et il a parlé aux Nine Old Men, il connaissait un peu tous les rouages, il connaissait voilà, cette passion d'un avenir optimiste, incarné par le Epcot, ce fameux projet de Walt Disney. D'ailleurs, j'ai une théorie, moi, sur les Indestructibles 2, sur un personnage bien précis qui, pour moi, est un espèce de double de Walt Disney. Mais je ferai une vidéo sur les Indestructibles 2 parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le lien entre Walt Disney, Brad Bird et Epcot. Mais c'est un film, voilà, d'une mise en scène qui est tout le temps en train de se renouveler, qui tente des choses. Voilà, on voit que c'est un réalisateur qui vient de l'animation, mais il y a des scènes, mais on n'a jamais vu ça, quoi. Et pareil, un film qui se moque de l'industrie aujourd'hui du divertissement et du rétropédalage et de cette nostalgie mortifère et artificielle.
du système. Il faut savoir que Brad Bird devait réaliser Star Wars 7 et qu'il a refusé pour faire ce film-là. Et il n'y a pas plus de message que ce film-là. Voilà, pour refuser Star Wars 7, pour faire un film aussi personnel, aussi beau. Moi, j'adore ce film, la BO, la mise en scène, tout. C'est un film où je suis ressorti avec une patate et une croyance en l'avenir. Et je me suis dit, après ce film, le cinéma ne va que des bonnes choses. Et malheureusement, non, parce que le film est sorti en 2015 et on a vu ce qu'est devenu le cinéma, et surtout Disney. Mais c'est un film qui m'a donné espoir. Et voilà, pareil, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un très très bon film et un des meilleurs divertissements de la décennie. Le Pont des Espions, j'adore ce film, Spielberg, écrit par les frères Cohen, une des rares incursions de Spielberg dans la guerre froide, hein, lui qui s'intéresse à tous les grands pans de l'histoire. Là, je voulais vraiment voir ce que donnait la guerre froide vue par Spielberg, cette histoire d'un avocat qui doit défendre un espion russe. Oui, comme on l'a dit, un film très capraesque, un film d'un humanisme exceptionnel, l'humanisme de Spielberg et le côté presque misérable et de ces personnages très cohéniens, hein, ça fait un mélange vraiment exceptionnel. C'est un très grand film. C'est pas du tout un film manichéen comme on pourrait le croire, où les gentils américains et les méchants russes. On voit bien que la parano américaine chez les Américains est aussi froide et cette surface ouais, de parano est aussi froide chez les Américains que, que, que cette Russie un peu cliché que filme Spielberg où tout est sous la neige, où tout est glacé. En fait, tout est sous les apparences. En fait, peut-être que la Russie est filmée l'Allemagne, pardon, quand ils partent en Allemagne, là, c'est filmé de manière un peu froide, un peu glaciale, un peu cliché, mais on voit bien que l'Amérique est filmée aussi sous un jour peu flatteur aussi. Mais c'est un film pareil, d'une richesse, un des meilleurs films politiques de la décennie, hein. Les Huit Salopards de Tarantino. Là, je vais me faire engueuler, mais c'est peut-être mon Tarantino préféré de la décennie. Je le préfère même bien plus à Once Upon a Time in Hollywood et à Django. Moi, j'ai pas compris en fait qu'on puisse dire que ce film est trop long et trop bavard. Le cinéma de Tarantino a toujours été long et bavard. Et oui, là, c'est un huis clos, filmé en 70 mm parce qu'en fait, c'est un décor, c'est une métaphore en fait. Ce film est un remake déguisé de The Thing. C'est un film d'horreur, c'est un faux western, c'est un western, plutôt un film d'horreur déguisé en western où l'horreur se cache dans cet endroit fermé, dans ce huis clos, dans cette grange. Je sais plus, sinon c'est pas une grange, c'est un bar, un saloon. En fait, il filme l'Amérique, hein, l'Amérique damnée, et c'est totalement carpenterien. L'apocalypse que filmait Carpenter dans The Thing, on la retrouve totalement dans cette Amérique déchirée par la guerre de sécession, où il y a deux camps, où tout peut péter d'un moment à l'autre, où le démon est à l'intérieur. C'est un véritable film de contamination, un body snatchers, avec une mise en scène, moi, qui me rappelle presque Evil Dead, hein. Cette caméra qui passe entre les planches du plancher et entre le plafond, c'est vraiment la mise en scène de Sam Raimi. Cette BO d'Ennio Morricone qui était, je crois, abandonnée de je sais plus quel film d'horreur. Un vrai film d'horreur extrême, assez pertinent sur la noirceur. Et un vrai film de salopard, surtout à une époque où on nous vendait des films comme Suicide Squad avec des méchants, mais tout sauf méchants, quoi. Des méchants politiquement corrects avec des Will Smith qui fait des leçons de morale et qui veut juste sauver sa petite fille. Là, c'est un vrai film de connard où il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Ce sont tous des anti-héros, des personnages antipathiques, des personnages détestables qui vont tous se servir des autres afin de réussir. C'est un vrai film de monstre et j'adore ce film. The Walk de Robert Zemeckis. Bon, c'est pareil, Zemeckis, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Ses films sont pas compris. Ce film, pareil, il est sorti en 2015 et tout le monde était là en train de célébrer la date d'arrivée de Marty McFly, de Doc en 2015, la fameuse date où il devait arriver dans le futur. Alors tout le monde était là pour célébrer ce film, mais personne n'est allé voir le dernier film de Zemeckis à l'époque, ce qui est bien triste parce que Zemeckis, le, tout le monde ne le rattache que à Retour vers le futur et à Forrest Gump et à Roger Rabbit, alors qu'il a fait des films bien plus intéressants, et j'ose le dire après les années 2000. Moi j'adore sa trilogie en performance capture, j'adore The Walk, c'est un vrai film qui mélange les genres, un vrai biopic excellent, une mise en scène, moi je l'ai vu en IMAX 3D, qui exploite le vertige mais de manière hyper intelligente, hyper efficace. C'est à la fois un film de casse, c'est une fable, c'est un film génial. C'est vraiment un de mes Zemeckis préférés. La saga des Kingsman, j'aime beaucoup cette saga, bien que j'aime pas trop Matthew Vaughn. Je trouve que là il se réapproprie un peu le mythe de James Bond de manière assez intéressante, je dirais pas intelligente mais intéressante.
C'est un film que je trouve vraiment efficace, bien écrit. Euh, J'aime beaucoup moins le 2, mais ça reste quand même assez solide. C'est un film voilà, que je pourrais regarder aussi en boucle. Le Star Trek de J.J. Abrams, Into Darkness, le 2, qui est bien meilleur que le 1 selon moi, et qui est peut-être même un des meilleurs J.J. Abrams, même si j'aime beaucoup Mission Impossible personnellement, même bon, c'est Mission Impossible dans l'espace, mais j'aime bien cette réécriture de La Colère de Khan, du Star Trek 2, hein, La Colère de Khan. Cette relecture un peu post-11 septembre, même si c'est pas très subtil, mais oui, un peu, voilà, on peut voir en Cannes une sorte de Ben Laden. Il y a des choses très intéressantes. Je trouve que c'est un film qui est bien ficelé. Moi, j'avais un très bon souvenir en salle. Je le reverrai, tiens, faut vraiment que je le revoie parce que j'avais un bon souvenir alors que j'aime pas trop J.J. Abrams. J'aime pas trop sa saga Star Trek. La grande aventure Lego de Lord et Miller. Je suis pas très fan de ce film. Je trouve qu'il est un peu insupportable, un peu trop hystérique. Je préfère beaucoup plus ce qu'ils font sur Spider-Man ou ce qu'ils ont fait sur Tempête de boulettes géantes. Moi, je trouve ce film un peu fatigant à la longue. Trop de références, trop balancé un peu n'importe comment. Bon, cette critique de la pub et du système, un peu, ça va 2 secondes, mais c'est pas vrai. Je trouve simplement ce film fatigant. C'est dommage parce que visuellement, tout est fait à partir de Lego. Bon, ça mélange un peu, ça mélange surtout de l'image de synthèse et il y a un petit peu de stop motion par moment. Mais le fait que tout soit construit comme si c'était vraiment des Lego, je trouve ça assez honorable. Ils ont dû vraiment se faire chier. Mais pour moi, ça va pas plus loin que ça et c'est un peu gonflant comme film. C'est dommage. Le vice-versa de Peter Docter, peut-être le meilleur Pixar de la décennie. Pas mon préféré personnellement, mais ça reste un très bon film. Un des grands classiques de l'animation de la décennie. Cette histoire d'émotion. Un peu didactique, mais c'est un film qui a vraiment le mérite d'expliquer de manière très claire, grâce à l'animation, hein, c'est tout l'art de Pixar, mais d'expliquer les mécanismes un peu de la dépression et de l'adolescence aux enfants, avec des trucs très complexes hein, quand même. On parle de l'abstraction, on parle de beaucoup de choses, et c'est un très très beau film. Le Hacker de Michael Mann, film qui a fait un énorme beat, peut-être le plus gros beat de la carrière de Michael Mann, alors que moi je trouve que c'est un film magnifique. C'est un film qui a la croisée des genres chez Michael Mann, thriller, techno-thriller moderne sur le banditisme 2.0, hein. Après le grand banditisme de Hit et Miami Vice, on a les hackers, hein, les hommes derrière ces ordinateurs, cette criminalité moderne. J'aime beaucoup ce film parce que sur la fin, on part sur quelque chose de presque mystique, à cette confrontation presque à l'ancienne, alors que ce sont des hommes de l'ombre. C'est un film qui a pas marché, c'est dommage, parce que je sais pas ce que les gens attendaient de ce film. Mais franchement, c'est vraiment un très très bon Michael Mann, et moi c'est un de mes préférés depuis Collatéral, hein, personnellement. Alors le Jupiter indistinct de l'univers des Wachowski, bon un film totalement bancal mais que j'aime beaucoup. Un film assez bizarre en fait, qui pourrait ressembler à un truc teenager vraiment pas terrible, mais qui pour moi apporte un espèce voilà de vent de fraîcheur aussi, un peu comme Tomorrowland ou ce genre de film. Mais ils ont voulu mettre trop de choses, les Wachowski, il y a un peu du Dune de Jodorowsky, il y a un peu de Bilal, il y a un peu de Space Opera, de Flash Gordon, il y a un peu de tout ça. Mais je sais pas, je trouve que ce film fonctionne. C'est une espèce de conte de fées moderne, de réécriture de Cendrillon, qui est assez intéressante. Le film est mal rythmé, il y a beaucoup de problèmes. La musique de Giacchino, elle est géniale par contre. Et je sais pas, j'ai vraiment une affection pour ce film alors que j'arrive pas trop à le défendre. Je trouve qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Il y a un côté épique qui fonctionne par moment. Il y a un côté premier degré qui fonctionne pas souvent. Il y a du ridicule, mais ça tente des choses. Et cette scène d'action au début, pour moi, ça me rappelle Spider-Man 3, quoi. Et ça me rappelle que les Wachowski sont quand même les meilleurs metteurs en scène du monde, hein, avec peut-être des Sam Raimi et des réalisateurs comme ça. Le Dipan de Audiard, très bon film. C'est pas une sorte de vigilante movie en fait déguisé dans les banlieues. Encore un film de genre, encore un film social français, mais en fait qui est un vrai film de genre, comme souvent chez Audiard. Le Garçon et la Bête, un Mamoru Soda, pas mon préféré de Soda, je trouve que c'est le plus faible des trois entre Les Enfants Loups et Mirai. Mais ça a le mérite d'être un vrai shonen pour le coup, et c'est assez rare dans les films d'animation grand public de voir des vrais shonen
Et c'est avec des combats, quoi. Ça change un peu des trucs un peu naturalistes à la Miyazaki. Alors, c'est Gabriel Mainetti. Alors, c'est pas du tout connu, film italien, Jig Robot, qui a eu un petit succès à l'époque, mais qui est sorti beaucoup plus tard en France. J'aime beaucoup ce film. Pour moi, c'est un peu le incassable italien, quoi. Cette espèce ouais, encore une fois, de relecture du film de super-héros. Un film vraiment attachant, bien écrit, pertinent, avec un méchant assez charismatique. Oui, voilà, un vrai film de super-héros, un vrai bon film de super-héros, alors que c'est un tout petit budget, mais je pense que je vais suivre la carrière un peu de ce réalisateur parce qu'il peut proposer des choses intéressantes. En tout cas, c'est un mec qui comprend les codes de ce qu'il adapte, et en l'occurrence, les codes du film de super-héros pour celui-là. Bon, on a encore tout ça à faire. Je vais essayer de passer plus vite parce que ça commence vraiment à faire long. On a le Ave César des frères Coen, un film que j'adore, pareil, qui a pas marché, mais qui est vraiment. Je crois que c'est le dernier volet de la trilogie des idiots avec O Brother et Intolérable Cruauté. J'adore les coulisses du système hollywoodien, époque des péplums, de baignure, comment on représente Dieu au cinéma, comment il s'amuse avec tous les codes de la comédie musicale, de la parano au communisme, de vraiment une époque que j'adore en plus, cette époque du système hollywoodien. Avec ce fixeur joué par Josh Brolin et cette brochette d'acteurs géniale. J'adore ce film, et c'est vraiment un frère Cohen qui a pas du tout marché, c'est dommage parce qu'il est vraiment très intéressant, il y a plusieurs niveaux de lecture vraiment fascinants. The Lost City of Z de James Gray, peut-être mon James Gray préféré, c'est son hommage à Coppola, c'est son hommage à Herzog, c'est son hommage à Friedkin, cette histoire de Percy Fawcett, là, apparemment un personnage qui aurait inspiré Indiana Jones. C'est un film que je trouve vraiment. C'est presque un film cerveau en fait. On voit beaucoup d'analogies entre la jungle et son cerveau et cette obsession d'un homme qui va avoir une quête complètement perdue d'avance, représentée par beaucoup de symboles de mise en scène que j'aime beaucoup. C'est un film qui m'avait vraiment embarqué à l'époque. Et je sais pas, je trouve que c'est un film qui fonctionne vraiment bien sur son côté obsessionnel. Et comme il mélange tout ça, et même cette apparition de Franco Nero, qui est une sorte de double de lui-même, qui fait penser à Fitzcarraldo, cette quête impossible. Vraiment un film que j'aime beaucoup. Le Nice Guys de Shane Black, le meilleur buddy movie de la décennie. Hein. Shane Black est le patron qui revient au vrai buddy movie. Bah voilà, c'est le meilleur buddy movie depuis Kiss Kiss Bang Bang. Et qui c'est qui a réalisé Kiss Kiss Bang Bang, bah, c'est Shane Black. Hein. Donc voilà, hein, il n'y a pas de surprise, mais j'adore ce film. J'adore cette enquête au sein de l'industrie du cinéma porno. Et aussi comme Shane Black s'amuse un peu à se moquer de la jeunesse d'aujourd'hui. On voit qu'il revient un peu du système des studios Disney après son Iron Man 3. Et pour moi, quand on voit les gosses dans les films de Shane Black, c'est vraiment un mec qui sait filmer les enfants et les gosses d'aujourd'hui, les gamins qui parlent de cul, quoi, les gamins. Voilà, c'est ça les gamins aujourd'hui, c'est des gamins qui ont conscience des choses. Et je trouve qu'il le filme, il l'avait déjà un peu filmé dans Iron Man 3, mais il se lâche dans Nice Guys et même dans son Predator. Et je sais pas, j'aime beaucoup ce film, et le duo de Buddy Movie, Russell Crowe, Ryan Gosling fonctionne vraiment bien. C'est un pur film de Shane Black, euh, un pur film vraiment très bien rythmé. Le Your Name de Mamoru Hosoda, un des plus gros films de la décennie, hein, je crois, c'est un des plus grands films, un des plus grands succès de l'animation depuis Chihiro, qui était déjà lui-même un des plus gros succès de tous les temps. Je crois que c'est un vrai phénomène, un vrai phénomène de société dans son pays. Encore une fois, une fable moderne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand on nous montre un peu des jeunes de notre époque, c'est tout con, mais qui utilisent par exemple des téléphones portables. Hein. C'est des adolescents qui vont échanger leur corps, un garçon de la ville et une fille plus traditionnelle qui vient de la campagne, comment ils vont communiquer. Bon, je peux pas trop en dire sur l'intrigue, mais je trouve que c'est un très beau film, histoire d'amour moderne et ce que Osoda fait de meilleur. Le Zootopie de Walt Disney, j'aime beaucoup ce film aussi, comme Nice Guy, c'est un excellent buddy movie, c'est un film bourré de codes de la pop culture, qui cite autant le film noir que Le Parrain, que Chinatown, que beaucoup de choses. C'est un film très bien écrit sur, pas la lutte des classes, mais un peu les systèmes un peu clichés de l'enfermement de l'individu.
et du système de, ouais, de la société, et du racisme, et film vraiment efficace, bien écrit. Ça avait été une très bonne surprise alors que j'avais un peu lâché les films d'animation Disney parce que Ralph c'était pas terrible ou même les nouveaux héros c'était pas terrible. À part Pixar, ils n'avaient pas fait des choses excellentes. Mais Zootopie était une très bonne surprise et je recommande vraiment beaucoup. En plus, c'est dans la tradition des films de Disney anthropomorphes qu'on n'avait pas vu depuis peut-être le Robin des Bois, quoi. Donc, j'aime beaucoup ce film. Krampus, je crois que c'est Doug Hurtig, donc c'était un des scénaristes de Bryan Singer, si je trouve pas. Il avait fait déjà Tricked il y a quelques années sur les fêtes d'Halloween. Là, c'est sur les fêtes de Noël. C'est vraiment son hommage à Chris Columbus, à Joe Dante, à cette période de film un peu Maman, j'ai raté l'avion, Gremlins. C'est un peu balourd, mais il y a vraiment une sincérité, une volonté de faire du cinéma artisanal avec des monstres, des marionnettes et des animatroniques assez sympa. C'est pas très subtil, mais ça critique bien euh, la vision capitaliste de Noël, un peu comme dans les films de Chris Columbus, quoi. J'aime bien cet esprit-là. Après, c'est pas un très bon film non plus. Le Allié de Zemeckis, magnifique film noir, un des films les plus sombres de Zemeckis, pareil, qui n'a pas du tout marché, encore une fois, pauvre Zemeckis, qui tente toujours, mais se plante toujours auprès du public, c'est dommage. Film pareil, plein de niveau de lecture, j'adore ce film. Le BGG, moi j'aime beaucoup ce Spielberg. Spielberg qui adapte Roald Dahl, pour moi c'est vraiment à voir. Il y en a beaucoup qui disent que c'est son pire film depuis Hook, mais moi j'aime beaucoup Hook, donc ça compte pas pour moi. Mais j'aime beaucoup ce film, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Comment Spielberg se projette dans ce personnage de géant, joué par Mark Rylance en plus, hein. Comme il se lâche dans la performance capture. La mise en scène de John Williams est très belle. J'ai presque l'impression de voir ce qu'aurait pu être un échantillon d'Harry Potter s'il aurait été réalisé par Spielberg, quoi. J'aime beaucoup. C'est un film aussi sur lequel j'ai une théorie en fait sur le rêve. J'ai l'impression en fait que tout pourrait se passer dans un rêve. En fait, il y a vraiment un autre niveau de lecture dans le film que je trouve assez intéressant. Et c'est pas le navet que tout le monde dit. Nighty Shore et Miracle Girl, ça c'est le chef-d'œuvre de Yuasa. C'est un des plus grands films qu'il ait fait depuis Mind Game. C'est cette espèce comment dire, de American Graffiti, hein, d'une jeunesse, d'une jeune adolescente qui décide avant de partir à l'université, et de quitter ses amis, de faire la tournée des bars et de goûter à tous les alcools possibles. Et c'est un road movie où elle va rencontrer des personnages atypiques de toute sa vie. Et en fait, c'est une espèce de spiritual remake ou spin-off de l'excellente série Tatami Galaxy, où on retrouve cet univers monde et toutes ces obsessions. Pour moi, c'est vraiment presque un mélange entre, oui, on pourrait dire presque American Graffiti et presque Scott Pilgrim versus The World, quoi. C'est ce genre de film où toutes les passions et toutes les obsessions des jeunes se retrouvent mises à l'image de manière euh, presque, j'ai envie de dire, métaphorique, mais j'aime beaucoup le cinéma de Yuasa, c'est très intéressant. Le Redoutable, pour moi, le meilleur film français de la décennie. Bon, il y a The Artist, mais c'est pas vraiment un film français. Ce biopic sur Godard, excellent film. Pour moi, un film qui a fait chier les fans de Godard, mais c'est ça qui est bien en fait. C'est comment rendre Godard abordable, comment expliquer Godard, comment expliquer le mythe Godard. Je trouve que c'est un film qui ferait presque penser à un film avec Jean-Pierre Léaud, un film de Truffaut, quoi, un film de la saga d'Antoine Doinel. J'aime beaucoup les ruptures de ton, comment il reprend à son compte l'esthétique du cinéma de Godard, comme il le fait avec les James Bond, par exemple, dans OSS, ou l'esthétique du cinéma muet dans The Artist. J'aime beaucoup ce film, Le Redoutable. C'est pour moi un des films les plus passionnants de Hazanavicius. C'est un des meilleurs films français. La scène de Monsieur Fraisse, par exemple, est pour moi une des meilleures scènes de la décennie. Le Pentagon Papers de Spielberg, génial, relecture du film d'enquête journalistique, qui est un faux film d'enquête journalistique. En fait, c'est plus un film sur la publication, et on est plus proche de Monsieur Smith au Sénat de Capra, en fait, sur comment publier une vérité qu'on a déjà, qu'un vrai film d'enquête. Mais c'est pareil, c'est pour moi peut-être un des plus grands films aussi féministes de la décennie, qui donne un regard juste et droit du féminisme, et pas un féminisme revanchard, un vrai féminisme pur. C'est un film sur les héros du journalisme et les héros du quotidien. C'est une leçon de mise en scène, de découpage, de narration. C'est un film parfait pour moi.
Le Détroit de de Bigelow, peut-être mon Catherine Bigelow préféré. Un des plus grands films de la décennie selon moi. Une fresque sur ces émeutes-là. J'avais fait une critique plus détaillée dans des critiques écrites, mais c'est un film qui pour moi est immense. C'est vraiment, encore une fois, un film dossier, un film qui pour moi dans sa structure me ferait presque penser au Voyage au bout de l'enfer de Chimino. On a la scène de l'émeute qui va se resserrer sur des personnages en première partie. Après, on a cette scène traumatisante de l'hôtel qui va être l'épicentre du film, qui pourrait presque faire penser à la scène de la roulette russe dans Voyage au bout de l'enfer. Et une dernière partie de procès qui est une espèce voilà, de remise en question de tout ça. Cette structure en trois actes me fait vraiment penser au Voyage au bout de l'enfer de Chimino et cette histoire de traumatisme, hein. Il y a eu un traumatisme et comment se relever de ça. C'est un film sur comment cette Amérique irréconciliable entre noir et blanc divisée est dans une impasse et comment tout le monde va être contaminé par cette folie destructrice de l'émeute en fait. Tout le monde est dans un étau, dans une impasse. Et c'est un film que je trouve passionnant et un des meilleurs Catherine Bigelow. Et un film qui a fait une polémique idiote parce que c'est une femme qui a réalisé un film sur des noirs alors que tout le monde était content de Black Panthers ou de Get Out alors que c'est des films qui sont pas du tout subtils, hein, je trouve. Là, c'est un vrai film. Voilà, Catherine Bigelow a dû se défendre de faire un film sur les Noirs alors qu'elle était blanche, mais bon, toute sa vie, elle a dû se défendre de faire du cinéma d'action alors que c'était une femme. Donc le combat est un peu le même pour moi et je trouve que c'est très pertinent qu'elle ait fait ces films-là. Le Baby Driver de Garwood, je reviendrai dessus plus tard dans les grands films, mais c'est un film que j'adore. Brimstone, espèce de relecture de La Nuit du Chasseur, un film que j'aime bien, hein, une espèce de film d'horreur aussi, western, assez cauchemardesque. Vampire en toute intimité, ça c'est Waititi. Moi j'aime bien Waititi, j'avais bien aimé ce film. C'est Rick Baker, il avait fait, puis même Jojo Rabbit, j'avais plutôt bien aimé. Et je sais pas, j'aime bien cette comédie attachante de vampires complètement loser. Il y a un côté Spinal Tap, un côté faux documentaire que j'aime bien. Et c'est un film qui m'a fait beaucoup rire. Et je peux comprendre que ça touche pas plus les gens que ça, mais moi c'est un film, quand je retombe dessus à la télé, je le regarde avec plaisir. Le Billy Lynn d'Ang Lee, hein, son film en HFR, un film magnifique. Je ne pourrais même pas analyser ce film, il faut vraiment le voir, il faut vraiment le vivre. Pour moi, Ang Lee, vraiment un réalisateur pas du tout compris, c'est dommage. Le Big Short de Adam McKay, alors je préfère beaucoup plus son Vice, mais ce film est très 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 bon. Film sur le scandale de l'actrice des subprimes, film choral, film tétanisant, film dossier passionnant. La bataille de la montagne du tigre hein, de Tsuyark. Les heures sombres de Joe White, que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Joe White, et là j'aime beaucoup ce film. Ça donne un autre portrait de Churchill. Churchill qui doit apprendre à se confronter au peuple pour vraiment gagner la guerre et gagner l'opinion publique. Et j'aime beaucoup son mise en scène en fait. C'est vraiment. Joe White, c'est un metteur en scène pas assez connu, c'est dommage. Le Section 99, quartier de haute sécurité de Jamal Highlander, qui plus tard pour moi fera un chef-d'œuvre exceptionnel qui est traîné sur le bitume. Mais là, ça met déjà un peu en place tout le cinéma de Jamal Highlander. C'est un film exceptionnel. Le Mother de Aronofsky, alors soit on adore, soit on déteste. Moi personnellement, je suis entre les deux. Je déteste pas, j'aime bien le côté un peu le locataire de Polanski, le côté métaphore. C'est vraiment la genèse en fait dans une maison, mais la limite que j'ai avec ce film, c'est qu'une fois qu'on a compris le concept du film, que c'était la Genèse, parce que c'est littéralement la Genèse, hein, Mère Nature, Dieu, le déluge, Jésus, le fanatisme, tout y est, quoi. Une fois qu'on a les clés et qu'on a compris que ça parle de ça, je trouve que ben, le film ne fait plus vraiment peur, en fait. Il est très balisé, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des trucs de mise en scène assez intéressants. C'est pas le nanar que tout le monde dit, hein, moi je trouve. Mais je trouve que voilà, une fois qu'on a compris que c'était la Genèse et pas autre chose, eh ben, le film est assez fermé et beaucoup, je trouve perd en ambiguïté et me fait beaucoup moins peur. Le Phantom Fouette de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson que j'avais complètement lâché avec The Master et surtout Inherent Vice. On revient à un truc plus classique, on revient à Daniel Day-Lewis. On est ce que j'appelle ces films de gourou. On avait Darry Blood, le gourou du pétrole, et The Master, le gourou de la scientologie. Mais là, c'est un gourou de la mode. Bon, c'est un film un peu bancal, un peu inégal, mais assez intéressant. Relecture du Rebecca d'Hitchcock. Moi, j'ai un peu de mal avec ce film parce que je trouve que c'est un peu un film d'enfant capricieux
qui se, qui se tire dessus et ça va pas plus loin que ça, c'est dommage et je trouve que ça n'a pas du tout la puissance d'un Dark Baby Blood. Le Get Out de Jordan Peele, Body Snatchers, post-Black Lives Matter, on va dire. Euh, Moi, je suis pas fan du tout de ce film. J'aime bien Jordan Peele et ce qu'il fera après et ce qu'il a fait un peu avant, mais je trouve que le propos est trop surligné dans ce film et ça m'a complètement sorti du film. Et on en a trop fait, je trouve, sur ce film et je sais pas, pour moi, ce film me fait pas peur. Je vois plus le propos politique que les films d'horreur et ça me gêne énormément. Le Vice de Adam McKay, j'adore ce film. C'est un Citizen Kane de l'administration de Bush, cette espèce de Charles Foster Kane de l'ombre de la politique qui va diriger tous les plus gros scandales. Qui est, voilà, c'est un film, je trouve génial, qui est un film politique vraiment abordable pour le coup, alors que les politiques, moi, ça m'intéresse pas trop. Mais Christian Bale, génial. Film pareil, c'est une autopsie d'un personnage à travers l'histoire, à travers la politique américaine, la culture américaine, le politiquement, la- politiquement correct de l'Amérique. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, j'ai pas trop le temps d'en parler, c'est dommage. Le Coco hein, de Pixar, très beau Pixar, pas mon préféré, mais un film très beau, très honnête, vraiment qui rend hommage aux traditions de la fête des morts et du Mexique. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, mais ça reste un film très sympa. Le It Follows de Robert Mitchell. Personnellement, j'aime pas ce film, j'ai jamais accroché, j'aime pas trop David Robert Mitchell. Beaucoup comparé à Carpenter, moi je trouve qu'il arrive pas à la cheville de Carpenter. J'ai un peu de mal avec ces jeunes adolescents qui passent leur temps à regarder des vieux films, j'y crois pas du tout personnellement. Il y a un côté artificiel qui me touche pas. Je l'ai revu plusieurs fois, j'ai essayé de lui donner sa chance, mais encore une fois, comme pour Get Out, je vois plus le propos que le cinéma en fait, et ça me gêne. L'excellent Au revoir là-haut de Dupontel, son hommage à Chaplin, son hommage au burlesque, c'est l'adaptation du roman euh, de Pierre Lemaire, je crois. Et vraiment un film français qui fait plaisir à voir. Le Logan de James Mangold, je vais me faire taper, mais je suis pas très fan de ce film-là. Ok, c'est un beau film d'anticipation. Ok, c'est le dernier grand film X-Men. Pour moi, la saga X-Men, elle est finie depuis. C'est une belle conclusion. Mais personnellement, moi qui suis un fan d'X-Men, j'ai pas du tout été touché par cette conclusion. Je sais pas pourquoi, j'y crois pas. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que je crois pas en la relation avec cette gamine. En fait, j'y crois pas. Elle fonctionne pas du tout sur moi. À la fin, quand il meurt, hein, bon, je vais spoiler, mais quand il meurt, ça m'a rien fait. Alors que pourtant, c'est un de mes personnages préférés, un Wolverine, hein, depuis que j'ai 10 ans. Les méchants sont un peu caricaturaux. J'aime bien, vous voyez, le côté anticipation, très fils de l'homme, d'Alfonso Cuarón. J'aime bien l'univers autour, mais l'intrigue m'intéresse pas des masses. C'est dommage parce que il y a une très belle relation Logan et Xavier dans ce film-là et de très belles idées de mise en scène. Mais même si j'aime beaucoup James Mangold et j'ai un énorme respect pour ce film, il m'a pas convaincu plus que ça. Battleship Island, j'ai aucun souvenir de ce film. Je l'ai vu, je l'ai oublié. C'était pas mauvais, c'était pas nul. Ça m'a pas marqué. Je me souviens juste de la BO d'Ennio Morricone qui revient, la Ecstasy of Gold. Mais aucun souvenir. Ce grand film d'évasion coréen, hyper ambitieux, m'a pas du tout marqué malheureusement. Alors désolé de couper la vidéo de manière aussi abrupte. Mais là, ça commence à faire un peu long. Je me rends compte 40 minutes de vidéo et personnellement, je veux pas que mes vidéos dépassent les 50 minutes. Donc, je vais couper pour le moment et faire une autre partie sur les Blu-ray parce que j'ai encore un paquet de Blu-ray à vous présenter. Donc, je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Allez, salut, à plus!